Les oranges sont des symboles pour moi qui représentent le paradis terrestre. Et c'est pas de grande importance dans mon livre. C'est une façon de rapprocher ma vie personnelle à Big Sur avec la vie du paradis qu'on imagine toujours. Vous croyez au paradis? Mais oui, je crois que le paradis est en nous, pas dehors. C'est même pas à Big Sur, parce que Big Sur peut être n'importe où au monde. Parce que l'homme n'est pas tellement important. C'est la nature. Il y a des planètes, des univers. Qui est l'homme? Il ne s'occupe pas de la première place dans l'univers de Dieu. Il est là avec les autres, avec les animaux, les arbres, les pierres. C'est comme ça que je pense. Vous préconisez, dans une certaine mesure, le retour à la nature. De l'homme, c'est ça que je voudrais voir, mais à ce moment présent, je ne crois pas. Je crois que l'homme est perdu. Et il est perdu par qui? Par quoi? Par la société? Par la civilisation? Oh, c'est pas lui-même toujours, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose dehors qui le détruit, c'est lui-même qui a fabriqué les moyens de sa propre destruction. Vous pensez cependant qu'il y a de bonnes choses dans le cœur de l'homme, et si ces bonnes choses sont bien germées, elles peuvent permettre de faire de splendides moissons, non? Oui, c'est tout juste, parce que l'homme est en même temps un ange et un diable. Mais c'est justement la qualité de l'homme d'être les deux choses contradictoires à la fois. Il peut mener la vie d'un dieu ou la vie d'un monstre. Je crois que j'ai toujours représenté l'homme comme il est, comme je le vois, avec cet mélange de choses. Je lui plains souvent parce qu'il n'est pas assez d'homme. Il n'est même pas comme un animal qui est pur, instinctif. L'homme n'est pas l'homme, c'est tout ce que je peux dire. Il est en train d'être un homme seulement. Que pensez-vous de cet homme? Que deviendra-t-il d'après vous? D'abord, peut-être, il faut être soi-même. Il ne faut pas suivre les autres et les idées idéaux. Il faut suivre son instinct, ses intuitions. Je crois aux intuitions de l'homme, que tout est là pour le sauver. Seulement, il ne les écoute pas. Il écoute les autres, ces idoles qu'il a fabriquées comme, n'est-ce pas, des hommes mieux que lui. Il n'a pas besoin de tout cela. Vous pensez donc que la civilisation, dans une certaine mesure, a tout perverti? Dans un grand sens, oui, je le crois, oui. On a reproché à un certain nombre de vos ouvrages une certaine obscénité. Pourquoi avez-vous écrit de la sorte? Parce que l'obscénité est une partie de la vie. Et je n'ai pas écrit, ou j'ai écrit rien que ce que je vois et je touche et je sens qui est vivant. Et l'obscénité est dans la vie. Ne pensez-vous pas que l'obsession sexuelle soit un fait social qui appartient justement aux sociétés les plus évoluées, les plus modernes, et disons même les plus civilisées? Oui, mais certainement il appartient à notre société, mais il appartient aussi à la société, aux sociétés primitives. Chez nous, les civilisés, ça devient une chose répugnante, tandis que chez les primitifs, le côté obscène est quelque chose de purifiant.
Parce que chez les primitifs, la vie est réglée par les tabous. Et chez nous, la vie est réglée par les conventions, des lois et des choses tout à fait, à mon avis, hypocrites. Les tabous, bien qu'ils sont difficiles à comprendre maintenant, ils avaient une raison innée, une raison vitale pour l'homme. Tandis que nos lois et conventions, comme je dis, sont, pour moi, sont toujours basées sur la fausseté. Henri Miller, quelle est votre conception de l'art? C'est que l'art, on est né avec l'instinct d'art. Tout le monde, à mon avis, est né créateur. Et l'art existe pour nous libérer, non pas seulement c'est une façon peut-être d'exprimer nos remerciements d'être vivante, d'être sur la terre. Par conséquent, vous pensez donc que chaque individu a en lui un certain potentiel d'art? Je crois en cela, mais c'est bien difficile à ce point où nous sommes. Nous voyons toujours des artistes qui viennent, mais c'est plutôt un culte d'art que je n'aime pas voir. Je voudrais voir moins de génie et plus chacun qui fait quelque chose, que toute la vie sera imprégnée de l'art. Que ce qu'on fait tous les jours soit quelque chose qu'on peut dire, comme les Japonais par exemple, toute la vie est imprégnée avec cette tendance d'esthétique. Henri Miller, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser avant de terminer cet entretien. Vous avez été très malheureux dans votre vie, vous avez été pauvre, vous avez beaucoup souffert, et il y a gloire à le rappeler ici, puisque vous avez surmonté toutes ces difficultés. Dans quelle mesure votre existence se trouve-t-elle reflétée dans vos ouvrages? Dans quelle mesure vos ouvrages sont-ils votre vie? Je crois que je n'ai rien fait que d'écrire ma vie et que tout ce que j'écris devient de mes expériences de la vie. Mon tâche est de rapprocher la vie avec l'imagination, c'est tout. Et vous pensez que toutes ces expériences de vie, quelles qu'elles soient, méritent d'être dites, d'être narrées pour servir de leçon aux autres? Oui, je crois, moi, mais c'est à chacun de faire comme il veut, n'est-ce pas? Moi, je suis d'un certain tempérament. Je vois tout à travers la vie. Je ne veux pas faire une division, un schisme entre la vie et la littérature. Vous ne pensez pas être porteur d'un message? Non, je ne crois pas. Et alors, qu'est donc Bixure? J'écris quelques livres de l'actualité, comme Le Tropique de Cancer, Printemps Noir, et maintenant c'est Big Sur. Tous les autres livres sont retardés, c'est-à-dire c'est ma vie d'il y a 10 ou 20 ou 30 ans. Tandis que le Big Sur, c'est une expression de ma vie actuelle à Big Sur. Et une description, naturellement, des gens à qui je suis lié, des gens simples, ordinaires, inconnus, anonymes. C'est tout, c'est comme ça. Et comment vivez-vous à Big Sur? Un peu comme j'ai vécu ailleurs. C'est-à-dire, je suis allé à Big Sur pour trouver la paix et la solitude.
Et j'en ai peut-être plus que les hommes des grandes villes, mais ça n'empêche pas que je suis toujours envahi par le monde, ce que je n'aime pas.